Moi, j'aurais une question. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez parlé du mouvement national, de ses débuts dans le giron du PCF en France et tout. Ça veut dire que le mouvement national, il s'est placé dans un contexte international marqué par les mouvements anticolonialistes, les mouvements de libération nationale. On a vu aussi que ça a ouvert des champs de débat, de discussion, notamment chez la gauche internationale, par exemple. Au sein de la 4e internationale, on a même vécu des scissions entre ceux qui défendaient le FLN, ce qu'on appelait à l'époque les pablistes, et plutôt les lambertistes qui s'étaient placés aux côtés du MNA de Msalih El-Hadj. Bon, ça a ouvert ce champ de discussion et de débat au niveau international. Ça veut dire maintenant, des années après, on a un mouvement populaire, ça veut dire à l'extérieur, une mobilisation grandiose. Ça veut dire, moi, histoire de replacer cette mobilisation dans ce contexte, dans cette histoire universelle, dans ce contexte international. Bon, il y a eu des tentatives de conceptualisation, d'analyse. Je cite par exemple un certain Gilbert Achcar qui essaye de placer par exemple le mouvement dans la continuité des processus de révolution dite arabe. Ça veut dire, moi, je voulais poser justement cette question. Moi, je ne crois pas trop à cette lecture. C'est-à-dire, on remarque un mouvement, de par ses exigences, de par les questions qu'il pose, on a beaucoup de similitudes avec les mouvements, que ce soit les Gilets jaunes en France, qui sont en train de remettre la démocratie, les institutions de la 5e République. On a les mouvements en Amérique latine, en Chili, qui sont en train de remettre en cause la démocratie pactée, héritée de la période après la dictature. On a un mouvement au Liban, et surtout que ça se passe dans un contexte, ça veut dire à l'ère du néolibéralisme, donc il y a des exigences sociales, des exigences en Algérie. On a vu aussi le mot d'ordre qui a émergé, Klitou le Bled Yesra'il. C'est vrai qu'il est posé d'un point de vue moral, beaucoup plus, mais ça traduit une histoire moderne de l'Algérie, comment du jour au lendemain on a vu une oligarchie apparaître, une oligarchie, comment dire, qui s'est enrichie du jour au lendemain, alors qu'il y a eu une paupérisation de la population algérienne qui s'est accentuée de plus en plus durant le règne de Bouteflika. Donc, à quelle mesure on peut placer ce processus aujourd'hui, moi je dirais processus à portée révolutionnaire, à quelle mesure on peut le placer dans ce contexte de mobilisation internationale avec toutes ces contradictions? Parce que quand je cite par exemple l'Amérique latine, on voit aussi des Bolsonaro au Brésil, l'extrême droite est en train de revenir, le coup d'État en Bolivie. Donc voilà, je pose cette question. Merci. Merci pour l'intervention et pour la question. Ça fait penser qu'hier, je discutais avec une amie universitaire qui me demandait si j'avais pas des lectures intéressantes sur le mouvement du point de vue de la conceptualisation. Je pense que pour le moment, peut-être que vous me direz le contraire, je pense qu'on manque justement de textes d'analyse qui s'appuient non seulement sur du vécu, sur du terrain, sur un ancrage local et en Algérie, avec une portée théorique et qui raccroche ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, aux enjeux internationaux et aux débats aussi intellectuels et politiques internationaux. Pour plein de raisons, je pense qu'il y a de graves lacunes du point de vue de la discussion, du point de vue du débat, du point de vue même des perspectives envisagées. Et à titre individuel, mais ce ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre individuellement. Il faudrait qu'il y ait des collectifs ou des groupes, toutes sensibilités confondues, qui puissent essayer d'apporter et d'élaborer, de réfléchir à ce qui se passe pour parfois dépasser les impasses dans lesquelles on se trouve. Mais par exemple, tous les mots que vous avez évoqués, je crois que normalement il y a une contribution qui vient de paraître aujourd'hui que j'ai écrite il y a quelques jours, justement sur le moment dans lequel on est dans la région arabe. C'est que l'expression monde arabe peut faire grincer des dents, mais j'ai écrit pour un média qui s'appelle Middle East Eye, donc c'est le Moyen-Orient de fait, et ils incluent l'Algérie dedans, Middle East, North Africa, voilà, MENA, exactement, les terminologies anglo-saxonnes.
Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de connecter ce qui se passe ici avec les débats et avec les dynamiques qui sont internationales. Parce que je vais répéter ce que j'ai dit à Béjaïa lors du café littéraire. C'est pas, vous n'êtes pas les sous-traitants de Béjaïa, mais c'est pour dire que je ne change pas de casquette et de langage, que je sois à Béjaïa ou à Okas, que je sois à Paris ou à Alger, que je sois dans une conférence ou dans un bar en fumée, c'est la même chose pour moi. Je dis la même chose. Moi, je pense que si on est colonisé aujourd'hui, on est colonisé par le capitalisme, sous sa forme néolibérale en particulier. Et c'est de ça dont il faut se libérer, hein, au-delà des questions culturelles et autres. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre, c'est que le système qu'il faut dégager, c'est ça en fait. C'est aussi ça. La Ressaba, c'est la bourgeoisie. En fait, on a une bourgeoisie en Algérie. On a une bourgeoisie. Certains pensent qu'il n'y en a pas. Ils pensent qu'il n'y a pas de bourgeoisie algérienne. On est dans un rapport social comme ça, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'IRG, il n'y a pas de pré-emploi, il n'y a pas d'économie informelle, il n'y a pas de haraga, il n'y a pas tout ça. C'est comme si ça n'existait pas, comme si ce n'était pas une réalité. Comme si les classes populaires de ce pays ne devaient pas galérer pour faire 10, 20 ou 30 km dans des bus surchargés, dangereux et vétustes. Comme si les familles des classes populaires ne devaient pas se saigner aux 80 pour soigner leurs enfants quand un pépin arrive. Donc vous connaissez tout ça. Mais on a l'impression que pour ceux qui parlaient au nom de ce mouvement, on n'était que dans un mouvement purement démocratique, purement politique, et qu'il s'agissait juste d'éviter un 5e mandat. Et la question sociale, il ne fallait pas en parler. Hein, c'est d'abord on chasse le régime, après on parlera de la question sociale. C'était la même chose quand je parlais de l'égalité homme-femme. Non, tu vas diviser le code de la famille, tout ça, on verra. On chasse le régime et après on va parler de ça. Séparation de la religion du politique, c'est la même chose. On va chasser le régime et après on va en parler. En gros, ça veut dire que toutes ces questions-là, on n'en parlera pas. On va juste ravaler le régime et ensuite on va. Mais je reviens à l'interrogation. Moi, je lis Gilles Barachkar, des fois avec intérêt, des fois moins. Effectivement, il y a un prisme très arabe hein, chez lui, mais c'est normal, c'est son histoire, c'est sa grille de lecture, c'est sa formation. Mais je pense qu'on ne doit pas non plus complètement évacuer ce qu'il peut faire comme observation, comme analyse. Je pense que parfois ça peut se tenir, notamment sur la caractérisation des régimes autoritaires de la région. Il y a des similitudes avec le nôtre. À mon avis, il faut voir justement ce qu'il y a de proche, ce qui fait écho chez nous, ici, et ce qui se passe, par exemple, là, vous avez évoqué le mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que j'étais de l'autre côté quand ça a commencé. Et bien, sur plein d'aspects, et je l'ai dit dans différentes interventions quand j'étais en France, le mouvement populaire en Algérie a ressemblé avec les Gilets jaunes, notamment dans sa méfiance à l'égard des organisations, notamment dans une certaine forme d'interclassisme qui s'exprimait de fait, mais aussi dans la remobilisation de symboles des révolutions du passé, notamment de la Révolution française, voire aussi une certaine forme de nationalisme avec le drapeau tricolore qui était brandi parfois par certains gilets jaunes. Bon, avec évidemment des différences, hein, notamment au sujet de la violence, et ça les Algériens ne se sont pas interdits de noter la différence, parfois pour se sentir supérieur aux gilets jaunes, alors que, bon, à mon avis, il n'y a pas lieu de se sentir supérieur ou inférieur de ce point de vue-là. Mais vous verrez à l'occasion, normalement il y a mon texte, je ne fais pas de promotion, mais il y a un texte que j'ai esquissé qui est en ligne depuis quelques heures, il me semble, où j'essaie un peu de connecter ce qui se passe aujourd'hui en Algérie avec les débats sur ce que certains observateurs appellent les printemps arabes 2.0. Donc on serait maintenant dans la décontation, dans un nouveau mouvement de contestation régionale qui mettrait davantage en avant les questions économiques plutôt que les questions démocratiques ou politiques, et qui, comme on le voit notamment au Liban et en Irak, dépasse les contraintes ou les schémas confessionnels ou religieux qui ont tenu jusqu'à présent ces États ou ces régimes. Mais il faut également, à mon avis, rapprocher ça au débat et à la contestation du système capitaliste néolibéral, comme on le voit au niveau international, d'autant que
c'est un modèle qui est même remis en cause par les États eux-mêmes. Hein. Est-ce que Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, est encore dans le néolibéralisme, dans le libre-échange? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Et d'autant que, de même que la démocratie représentative est en crise et n'a plus grand-chose à offrir, à apporter, c'est la même chose pour le capitalisme néolibéral. C'est une utopie qui s'est effondrée d'elle-même, puisqu'on le voit qu'elle n'a pas réglé, ce système n'a réglé ni la question du chômage ou de l'emploi, que ça a accentué la précarité dans les pays dits développés, et que ça n'a pas empêché, contrairement à ce qu'on a pu dire à un certain époque, la montée ou le retour des mouvements d'extrême droite avec des menaces fascisantes, etc. Donc, en tout cas, moi, j'invite et je suis tout à fait disposé à discuter ou faire des choses qui tendent à raccorder ce qui se passe ici et maintenant à ce qui se passe ailleurs, dans d'autres situations, parce que, je le répète, on n'est pas isolé des dynamiques économiques et politiques régionales et internationales. N'ayons pas de hier localistes ou nationalistes, hein, on fait partie du même monde. Donc on s'en sortira tous ensemble, sinon ce sera la catastrophe pour tous. Voilà, donc j'aimerais revenir justement à la médiatisation du mouvement algérien par les médias étrangers. Donc, nous avons pu remarquer que pratiquement la majorité, si ce n'est pas tous les médias étrangers, se sont abstenus de médiatiser le mouvement algérien. Sauf que, hier, un média russe, donc, qui s'appelait Russia Today, et c'est la même chaîne qui a transmis la fameuse intervention de Ben Salah, où il commandait de l'aide à Poutine, justement, et là, largement, il a assuré une large couverture des manifestations, des marches d'hier. Justement, quelle lecture faites-vous? Question difficile pour moi, peut-être que d'autres personnes répondront plus facilement. Je ne vote pas en touche, mais comme je regarde pas la télé, je regarde très peu de vidéos en fait. J'essaie de me rapprocher soit par mes lectures, soit par ce que je peux écouter parfois à la radio. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut essayer de donner l'explication à ce. Pour vous, ce serait un revirement, c'est ça, par rapport à. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des lectures politiques qu'on puisse faire derrière cette subite médiatisation? Ouais, j'ai pas assez d'éléments là-dessus. Il faudrait voir comment est-ce que soit RT ou les médias russes, moi je ne dis pas le russe, ont couvert le mouvement en Algérie. Est-ce qu'ils l'ont couvert déjà? J'en sais rien, mais encore peut-être que les personnes dans la salle pourront en parler. Sachant que oui, dans les faits, et c'est pas nouveau, l'État algérien et l'État russe sont des partenaires stratégiques pour différentes raisons. Honnêtement, je n'ai pas d'éléments à apporter. Le seul éclairage que je peux apporter sur la question de la médiatisation du mouvement en France, pour le coup, peut-être que je pourrais plus facilement répondre à ça, c'est que on manque de l'autre côté de la Méditerranée d'éléments factuels, au-delà d'une couverture qui reste assez superficielle, me semble-t-il, dans les grands médias et des manifestations du vendredi. Moi, pour avoir discuté avec beaucoup de mes amis
notamment dans les milieux de gauche. Il y a quelques mois, j'avais l'impression qu'il ne se passait plus rien en Algérie. C'est-à-dire que, notamment après les élections européennes, les médias français qui ont couvert en février-mars avec beaucoup d'enthousiasme les premières manifestations, vous avez l'impression qu'il ne s'était jamais rien passé auparavant en Algérie. Donc on commençait à organiser des débats, des discussions, des couvertures médiatiques, des plateaux télé, des émissions radio, etc. etc. Et puis d'un coup, c'est comme si ça les avait lassés, en fait, que le mouvement lui-même entrant dans une forme de routine hebdomadaire, il n'y avait plus rien à dire. Et certains sont même arrivés à croire qu'il ne se passait plus rien, qu'il n'y avait plus de manifestations. Et ils ont dû être assez surpris de voir le nombre d'Algériens dans la rue. Mais le prisme médiatique, à mon avis, il est vraiment, il participe à, non pas à la désinformation, mais plutôt à la déformation des enjeux, surtout depuis qu'on est passé à des médias lourds, des médias lourds, non, mais lourds dans tous les sens du terme pour le coup, qui sont en flux continu, qui font du remplissage, qui cherchent justement davantage à rebondir, à réagir sur des éléments, sur des polémiques, des commentaires de commentaires qui relaient plus facilement un tweet ou un post Facebook plutôt que l'actualité d'un livre ou d'un article. J'avoue que moi j'ai pris mes distances avec les médias, à commencer par la télévision, mais j'ai également pris mes distances avec ce qui aujourd'hui, c'est-à-dire plus grave encore, j'en reviens à l'Algérie, désolé, plus grave encore que la mauvaise couverture médiatique du mouvement par les médias étatiques, mais à la limite, c'est pas si surprenant que ça. Ce qui m'inquiète davantage, c'est ce qu'on peut voir parfois, souvent, dans une presse privée qui parfois par militantisme ou par conviction ne va pas couvrir réellement la réalité, ne va pas, en raison de moyens, offrir à ses lecteurs des reportages et des analyses de fond sur ce qui se passe dans l'Algérie, dans la société plus fond. Donc quand peut-être que je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment, on est relativement peu informé. Par exemple, si je veux savoir ce qui s'est passé dans une grève, dans un conflit social en Algérie, je dois lire parfois 3 ou 4 journaux pour avoir des informations de base. C'est-à-dire, est-ce que ça a été appelé par un syndicat? Quelles sont les revendications? Quels sont les mots d'ordre? Est-ce que la grève a abouti? Etc. etc. C'est très compliqué d'avoir une information de base. Donc on y voit, ici en Algérie, on y voit relativement peu clair. C'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Et l'autre aspect aussi sur lequel je voulais revenir, et avant de rendre la parole, c'est le rôle qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux dans la mobilisation et dans la société algérienne. Ça, je l'avais remarqué au moins depuis 2 ans, quand les smartphones se sont généralisés et l'accès à Facebook également. Je sais que beaucoup ici sont convaincus du rôle bénéfique des réseaux sociaux parce qu'ils permettent de court-circuiter justement ce manque d'informations par les médias étatiques, par les médias privés, etc. Mais ils participent également à de la désinformation par le relais justement de fausses nouvelles, de propagande aussi parfois nauséabonde, de campagnes de harcèlement et d'insultes. Je pense que vous voyez à quoi je peux faire référence. Mais également, ce qui est important, c'est que Facebook, c'est une entreprise privée qui collabore avec les polices de tous les pays et que à chaque élément que vous mettez, chaque pièce que vous mettez dans la machine, en vérité, c'est une part de votre vie privée que vous vendez et que vous aliénez. Donc, et ça peut aussi devenir des prétextes à la répression. Des personnes ont pu se faire arrêter ou autres sur des choses qu'elles ont pu publier sur Facebook et autres. Je suis un peu anti-réseaux sociaux. Je pense qu'il faut passer par des moyens de communication ou de débat plus classiques, plus traditionnels, comme ce qu'on fait ici, et que les réseaux sociaux ne sont pas des lieux, à mon sens, de discussion, d'échange, ou des lieux sains. Ça amène très souvent à des polémiques futiles et stériles. Et il faut, sans doute, je pense que c'est une urgence,
créer nos propres organes d'information, peut-être revenir à des bulletins, des journaux papier, des affiches, des choses qui peuvent paraître classiques, qui peuvent paraître coûteuses, mais qui sont pas moins utiles aujourd'hui. Je suis parti très loin de la Russie et de RT, mais je ne botte pas en touche. Donc si quelqu'un a une réponse à argumenter, à fournir sur RT, n'hésitez pas. Alors par rapport à la Russie, il me semble que notre ami Mouloud n'a pas l'habitude de regarder la chaîne de télévision russe, sinon ils ont parlé de nous dès le début. Hein. Dès le début, ils se sont intéressés à ce mouvement, comme France 24, puis sinusoïde, au début ils en parlent beaucoup, là après ils se sont tus. Mais sinon, dès le début, les Russes se sont positionnés dans le problème algérien, ils se sont exprimés au plus haut niveau du pouvoir. Hein, donc je crois que pour ça, il n'y a pas d'évolution. Sinon, je vous ai entendu dire néolibéralisme et vous avez associé le mot utopie à néolibéralisme. Alors c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là, parce que pour moi ça a toujours été... c'est édulcoré par le mot liberté dans le libéralisme, mais ça a toujours... C'est le système d'exploitation de l'homme par l'homme, et c'est tout, c'est le capitalisme le plus sauvage. Et le problème aujourd'hui, c'est que non seulement c'est pas une utopie, mais que ils sont en train de détruire la planète. Il faut qu'ils arrêtent avec leur paradigme, faire de la croissance pour rendre heureux l'être humain sur Terre. Ils sont en train de tuer l'être humain sur Terre. Ce n'est plus la finitude du monde et de la planète fait que ce n'est plus possible de faire de la croissance, par exemple par rapport au plastique. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr que la planète va arriver à absorber le plastique qui a déjà été fabriqué et mis sur la planète. Et ils disent il faut faire le tri sélectif, des petites mesurettes comme ça, je ne sais pas quoi, de l'aspirine pour guérir de la rage, je ne sais pas quoi. Il faut qu'on arrête absolument aujourd'hui le plastique et on ne sait pas si on va survivre à ce qui a déjà été produit et mis dans les océans et les mers et partout. Alors ma question, vous dites que le Hirak n'est pas organisé. Je ne sais pas comment vous faites pour être si sûr de vous comme ça. Parce que, bon, sur le plan politique, il est organisé. Toutes nos revendications, les revendications du Hirak, arrivent au niveau là où ça doit arriver. Ils savent exactement ce que nous voulons. On leur dit dégagez, après on va voir, dégagez. Et eux, ils disent venez discuter, donnez-nous des représentants pour discuter comment on va rester. On leur dit dégagez, après on va voir. Mais ça, c'est pour la dimension politique du Hirak. Mais peut-être que le Hirak est en train de s'organiser autrement, dans la clandestinité. Lorsque les Algériens ont pris les armes contre Madame la France, elle ne l'a pas su immédiatement. Elle a su après un certain travail de la police et de... Donc peut-être que le Hirak aussi est en train de... Je veux dire, la clandestinité est aussi possible dans ce Hirak-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand je dis qu'il n'est pas organisé et que c'est pas organisé dans le sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure avec un organigramme, une direction, des représentants, etc. Et je pense que c'est très bien d'ailleurs, pour que ça dure. Ensuite, dans la clandestinité, je ne sais pas, je suis pas dans la clandestinité moi-même, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'ailleurs, sauf telle ou telle circonstance, telle ou telle action en particulier. Je ne suis pas pour l'organisation clandestine, parce que ça autorise tous les dépassements qu'on a besoin, au contraire, autant que possible, aussi longtemps que possible, aussi souvent que possible. Encore une fois, il peut toujours avoir des exceptions, mais très limitées dans le temps. Il faut que les débats, il faut que les idées soient diffusées publiquement, il faut qu'on assume ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Parce que la clandestinité, là encore, on l'a connu par le passé, peut être le prétexte à tous les dépassements, à tous les arbitraires, à tous les détournements, les malversations, etc.
Il faut aussi sortir, à mon avis, d'une culture de la clandestinité, d'une culture du secret, d'une culture de l'oralité, d'une culture des rapports interindividuels, pour créer justement du collectif, pour associer le plus largement possible, le plus démocratiquement possible, la population pour qu'elle parvienne à ses objectifs. Donc c'est pourquoi, de ce point de vue-là, la clandestinité, là encore, je m'en méfie, même si parfois, mais vraiment dans certaines circonstances, elle peut être nécessaire, mais ça ne doit pas être la règle. Ça ne doit pas être par là que s'organise une société. Mais après, sur votre première remarque, oui, bien sûr, le capitalisme néolibéral, c'est l'exploitation, c'est pas autre chose. Quand je dis utopie, c'est utopie pour ceux qui s'en sont fait les promoteurs. Par exemple, et qui justement utilisent l'aspiration à la liberté pour nous vendre en fait, je vais utiliser l'expression de Lénine, mais il n'y avait pas que lui, la liberté du renard dans le poulailler. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu la plateforme du think tank Nabdi qui a été rendue publique mi-octobre, me semble-t-il. Alors, ça s'appelle Yetna Haouga, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur le slogan populaire et ils veulent nous expliquer en experts comment on va faire. Et ils détaillent une cinquantaine de mesures où il y a les libertés, mais il y a aussi et surtout la liberté économique, en fait. C'est-à-dire qu'ils se placent en tant qu'élite économique, en tant que petite bourgeoisie ou bourgeoisie bloquée dans son ascension parce qu'ils ne faisaient pas partie des clientèles privilégiées du régime. Eux, ils aimeraient en fait qu'il y ait un changement politique qui leur permette de faire librement des affaires, de prospérer et de se développer en tant que capitaliste démocrate. Voilà. Ça fait partie du mouvement. Maintenant, moi je ne suis pas sur cette ligne-là. C'est pas, moi, quand je parle de liberté, c'est pour l'associer à l'idéal de justice sociale et d'égalité. Pour lutter justement contre l'exploitation et pas pour vendre un bon capitalisme, pas pour faire un bon capitalisme algérien. J'aimerais qu'on puisse inventer autre chose. Et les derniers éléments, moi je vous rejoins tout à fait sur votre préoccupation écologiste ou écologique. C'est quelque chose, c'est un problème, une question qui se pose donc à l'échelle globale et dans tous les pays, et qui se pose en particulier en Algérie pour plein de raisons, notamment au niveau du traitement des déchets, au niveau de leur acheminement, etc. C'est une des questions qui doit être posée politiquement et pas seulement moralement ou symboliquement. J'entends par là, ça a souvent suscité des surprises ou des sourires de voir des personnes avec des sacs poubelles ramasser des bouteilles ou les déchets après les manifestations. Bon, c'est très bien, c'est bien que ça se passe le vendredi, mais pourquoi le samedi on rejette les cigarettes par terre, il y a les poubelles qui tombent de l'immeuble, on va brûler, bon, malheureusement comme je l'ai vu en arrivant, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau respiratoire, au niveau des odeurs et autres. Je veux dire, c'est comme la personne qui va venir crier système dégage le vendredi et qui après va harceler son ex-copine, etc. Donc qui va frapper sa femme. Donc bon, il y a aussi des choses qui doivent amener à de la cohérence, mais pas d'un point de vue moral et individuel. C'est des choses qui doivent être posées publiquement et politiquement et le plus loin possible. Donc, je m'interroge sur la Hirak, la dimension du Hirak. Bon, j'ai l'impression que c'est la voix du peuple, donc le petit peuple qui se manifeste. C'est un mouvement, je vois, horizontal dans l'ensemble du peuple. Et je m'interroge sur son avenir, vu le nombre d'ennemis qu'il a. Donc, des ennemis à l'intérieur. Ce Hirak, bon, on a plus ou moins, donc c'est avec un noyau dur qui est la Kabylie contre, la locomotive, donc qui a déjà
enfin, pas des ennemis, mais au moins une grande masse de personnes à faire bouger. Ensuite, l'Algérie, donc ce Hirak algérien, dans la conjoncture internationale, donc personne n'a envie, j'ai l'impression, que l'Algérie se libère, vu la position stratégique de l'Algérie par rapport au monde, vu que si l'Algérie se libère, donc il y a beaucoup d'autres pays qui attendent, je ne sais pas moi quel sera l'avenir de la Tunisie, du Maroc, de la région, du monde arabe. Ensuite, de l'exemple qu'elle a déjà donné à la guerre de libération, qu'elle va donner encore. Donc, bon, voilà, donc je lui vois beaucoup d'ennemis et peu de soutien. Bon, c'est vrai que j'étais en France, bon, les chaînes françaises, TF1, Antenne 2, etc., aucunement pas, rien, ouais, nada. Donc, même si à la place de la République, il y a tous les dimanches, il y a le 1er novembre, il y a une grande manifestation grandiose, donc personne n'en parle, donc ils disent quelques centaines. Voilà. On s'est peut-être croisé place de la République, hein, j'étais là-bas dès les premiers rassemblements avec une partie de la diaspora. Mais vous l'avez peut-être remarqué aussi, c'était pas toute la diaspora. Enfin, moi, je ne vais pas raconter ma vie, moi je suis né en France, et il se trouve que c'était plutôt des personnes qui étaient nées en Algérie qui participaient au rassemblement, et plutôt des personnes qui ont quitté l'Algérie dans les années 90 en particulier, mais pas seulement. C'était surtout ça. Je ne sais pas si vous partagez l'impression comme ça un peu générale, mais c'était souvent ça. Et donc, il y a un trait quand même particulier à ces rassemblements. Mais alors pour reprendre dans l'ordre au moins deux éléments, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contexte international. À la fois, on a l'impression que le monde s'embrase. Il y a des foyers de contestation un peu partout. Ça peut donner de l'optimisme aussi, hein, se dire qu'on n'est pas seul, finalement, à se battre contre nos propres tyrans et contre un système qui nous opprime. Mais il faut aussi poser, je pense, à un moment donné, la question de la solidarité. C'est ce que, pour ma part, je déplore. Hein. C'est le fait que l'international ou l'étranger dans les manifestations, il est seulement dans ce mouvement, dans ceux qui y participent, est seulement vu en négatif, pas comme étant une ressource, pas comme étant un soutien, un point d'appui. Et jusqu'à il y a encore quelques jours, les seules références à l'étranger, donc c'était par exemple sur la Palestine. Et malheureusement, la Palestine, c'est un drame, ça ne nous offre pas un horizon et un point d'appui pour des luttes. Hein. C'est un fait. Donc, beaucoup d'ennemis, oui, bien sûr. Est-ce que la Kabylie, là, justement, dans cette conjoncture, est-ce que c'est la locomotive? Je ne sais pas, je suis en Kabylie, je fais attention à ce que je dis. Mais la caractéristique de ce mouvement, c'est qu'il est national, en fait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment frappé. En allant dans différentes manifestations, de voir une population aussi différente marcher avec les mêmes slogans, c'est vraiment impressionnant. Et de voir également, ça c'était notamment le cas au début du mouvement, ça ne l'est plus aujourd'hui à Alger, bien malheureusement, et d'avoir vu, en tout cas, et vous l'avez vu sans doute comme moi, le drapeau amazigh flotter à côté du drapeau national et même à côté du drapeau palestinien, parfois au début du mouvement, ça voulait dire que quelque chose avait évolué quand même dans la conscience de la population. Parce que ça ne posait pas de tension, peut-être marginale, mais ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Le problème, il a été suscité, il a été créé par en haut, par les autorités, pour créer la discorde justement au sein de la population. Donc, aujourd'hui, est-ce que personne n'a intérêt à ce que l'Algérie se libère? Je ne sais pas. En tout cas, du point de vue des États, du point de vue des tenants de l'ordre international, oui, c'est sûr qu'ils préfèrent que rien ne bouge, pour continuer à faire des affaires, continuer à préserver leurs intérêts, c'est clair. Mais les Algériens qui se mobilisent ne doivent pas croire qu'ils sont seuls. Ça serait une erreur. Puisque on a un
lien avec la France, qu'on le veuille ou non, moi en particulier d'ailleurs, il y a quand même dans certains milieux, dans les milieux progressistes, dans les milieux de gauche, il y a eu une sympathie spontanée qui s'est exprimée très vite. Il y a eu la volonté de comprendre, il y a eu la volonté de tisser des liens, il y a eu la volonté de venir. J'ai eu des amis qui ont essayé de demander des visas, ils ne les ont pas tous eus. Hein, que l'inverse et la réciproque est aussi le cas, c'est la réalité, vous savez aussi bien que moi. Ils ont voulu venir comme ça, parce que ils ne connaissaient pas l'Algérie, parce qu'ils voient que ça bouge, parce que ça les intéresse, ils ont des amis algériens, donc ça leur parle et ils avaient envie d'en être. Mais étant donné les autorités qu'on a, étant donné aussi le fort degré de nationalisme, c'est un peu compliqué. Mais il y a des initiatives qui commencent à se mettre en place. Il y a des déclarations de solidarité, notamment du côté des syndicats en France, notamment les journalistes, mais pas seulement. Il y a eu un meeting, me semble-t-il, qui s'est tenu récemment à Paris. Donc, ces manifestations-là, c'est vrai qu'elles sont timides, c'est vrai qu'elles sont tardives. Moi, j'ai déploré quand j'étais de l'autre côté, hein, quand j'étais à Paris ces derniers mois. Mais il faut les faire connaître. Et il faut essayer, dans la mesure du possible, de tisser des liens avec des militants progressistes et révolutionnaires des deux rives. Parce que si ça bouge chez nous, ça donne aussi du courage à ceux qui veulent que ça bouge chez eux aussi. Et en France, les travailleurs, les classes populaires ont aussi un combat et des luttes à mener. On l'a vu avec les Gilets jaunes, mais ça prendra d'autres formes par le passé. Et il y aura dans tous les cas des liens de solidarité qu'il va falloir retisser, peut-être recréer, parce que beaucoup de choses ont disparu ces dernières années, mais ça me semble une ressource. Je pense que, là encore, le mouvement en Algérie, le mouvement populaire, peut-être atteindrait un nouveau stade s'il réussissait à faire en sorte que l'international, l'étranger, ne soit plus simplement une menace ou vu comme une tentative de division, mais comme étant une ressource et un point d'appui. Mais c'est du travail, ça. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va poser la question. En analysant la crise de 62, est-ce que vous ne croyez pas que la crise actuelle est un remaniement de la crise de 62 et les nombreuses erreurs commises par nos dirigeants, notamment Farhat Abbas, qui a tellement regretté dans ses nombreux ouvrages, notamment l'indépendance confisquée? Je demandais un exemple sur la crise de 62 parce qu'il s'est passé tellement de choses et on peut avoir tellement de lectures en fait de cet épisode de la crise de l'été 62 en plus, c'est plutôt ça hein, dont on parle. Voilà, parce que il s'est passé beaucoup de choses durant cette année, outre l'accession à l'indépendance, mais justement, comment est-ce que l'Algérie a accédé à son indépendance? C'est à mon avis un des moments charnières de notre histoire récente. Mais c'est pas le seul, en fait. Alors, là encore, je ne vais pas répondre à côté, puisque il est vrai que beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait un horizon des possibles qui était peut-être plus important que ce qui va être après. C'est-à-dire que ça va un peu se refermer. Mais j'insiste quand même sur une chose, c'est que malgré toutes les critiques qu'on peut faire et qu'on doit faire du régime de Ben Bella, qui a de fait contribué à avancer vers l'autoritarisme, à raffermir le rôle de l'armée et qui va ensuite se débarrasser de lui. Vous me dites pas se débarrasser de Ben Bella, mais Ben Bella a largement préparé par son niveau de confusion, par ses hésitations, par ses erreurs, et il va créer un climat qui va concourir à sa perte. Je tiens quand même juste à préciser une chose, c'est qu'il s'est passé des choses, il s'est passé des événements intéressants du point de vue des luttes sociales, notamment une expérience dont on parle peu, dont on parle plus en fait, y compris chez les progressistes, chez ce qui reste de la gauche algérienne, ça s'appelle l'autogestion. Il y a eu quelque chose qui s'est appelé l'autogestion. Alors là encore, on peut en faire un bilan, on peut dire que c'est pas allé assez loin, et c'est pas allé assez loin. On peut regretter le fait que c'est une autogestion venue par le haut,
Mais quand vous replongez, j'ai essayé de le faire moi très modestement, vous replongez sur le contexte de l'époque, sur les textes qui étaient produits, sur les choses qui se sont faites sur le terrain, il y a eu une parenthèse, une véritable libération de la parole ouvrière et paysanne. Les masses déshéritées ont essayé à un moment donné, ont cru pouvoir prendre leur destin en main, mais ça n'a pas abouti. Alors oui, du point de vue des institutions, la crise de 62 elle a importance, à mon sens. Mais j'insiste sur une chose, c'est que l'histoire n'est jamais écrite de manière définitive. C'est que il y a des moments comme ça, des moments charnières, et des tournants dans l'histoire. C'était le cas de la crise de 62, ça a été le cas avec le coup d'État, ce qu'on appelle le redressement révolutionnaire de Boumedienne en 65, qui vont, c'est vrai, resserrer, rétrécir l'horizon des possibles, qui vont démoraliser la population et faire en sorte que le processus d'émancipation, la révolution anticoloniale soit gelé pour un moment, pour reprendre une expression de l'époque, mais tout n'était pas fini. C'est ce que je veux dire. Parce que après le 62, tout n'était pas fini pour les Algériens. Il y avait encore des possibilités, même si la société était, il faut le dire aussi, elle a été complètement déstructurée, cassée par la répression féroce de l'armée française, les regroupements, etc., des personnes qui sortaient des prisons, qui étaient traumatisées, qui parfois étaient devenues folles, etc. Et les centaines de milliers de disparus, de torturés. Donc il fallait aussi voir d'où partait la société algérienne. Mais moi, mon appel, enfin, si je dois faire un appel, c'est de se replonger finalement dans notre histoire, dans l'histoire en général, mais dans notre histoire, et essayer de retirer tout ce qui peut servir de point d'appui pour les luttes d'aujourd'hui, pour les luttes émancipatrices. Et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire collectif de recueil, de tracts dans la clandestinité, qui ont été diffusés dans la clandestinité, des revues, des journaux, de tout ce qui a été l'opposition à un moment donné, donc de 62 jusqu'à nos jours, jusqu'à une période récente, puisqu'il y avait des débats très riches, il y avait des prises de position très audacieuses sur tout un tas de sujets qui pourraient peut-être nous servir aujourd'hui et qu'on pourrait reconnecter à des débats internationaux ou étrangers. Pour moi, il est important de se dire, si c'est le mot de la conclusion, qu'en fait, on ne part pas de rien. Il faut arrêter de penser qu'on doit à chaque fois réinventer, tout recréer, et que finalement, les générations précédentes n'ont rien fait. Elles ont peut-être échoué sur tel ou tel aspect, mais elles ont essayé de faire l'histoire, de faire leur propre histoire, de se libérer, de s'émanciper dans des conditions qui étaient autrement plus difficiles que les nôtres, en fait. Hein, je ne dis pas qu'on est privilégié, je ne dis pas que c'est facile. On doit aussi faire face à des enjeux qui sont autrement complexes. Mais il faut aussi pouvoir s'appuyer, si on veut se projeter vers l'avenir, si on prend au sérieux les mots de révolution et d'émancipation, il faut aussi s'appuyer sur toutes les expériences positives de nos prédécesseurs pour essayer, si ce n'est de les dépasser, au moins de faire aussi bien qu'eux. Voilà, donc avec ça, je pense qu'on arrive à la fin de notre rencontre, mais il n'y a plus d'intervenants. Donc, au dîner à Saint-Merton, donc Ils vont dédicacer. Hein? Ils vont dédicacer. Et justement. Donc, pour ceux qui veulent s'acquérir des livres, donc ils coûtent combien? 900 dinars, et c'est pas pour moi, c'est pour l'éditeur. Voilà, donc un livre qui coûte 900 dinars, tiens, voilà, donc merci d'avoir assisté à cette rencontre. Et pour ceux qui veulent s'acquérir des livres, donc 900 dinars, un livre quand même assez volumineux, assez intéressant. Le prix, à mon avis, est très raisonnable. Voilà.
J'ai envie de dire que ce livre, ce n'est pas un roman, c'est un essai. C'est un essai. Hein. Et les essais, ils coûtent toujours plus cher que les romans. Un roman, on le lit une fois et ça y est. Et le roman, il coûte 500, 600. 700, parfois 600. Et tu le lis. Deuxièmement, c'est un travail académique. C'est un livre qui a fait... C'est une thèse de doctorat qui a été soutenue et qui a été réécrite un peu en livre pour que ça soit accessible aux lecteurs, en quelque sorte, non avertis. Mais sachez que les essais, ça coûte plus cher que les romans. Et je ne prends pas un sou dans ces livres, hein, si je fais la promotion. Et il est édité par Balzac, qui est une maison d'édition sérieuse quand même. Il corrige, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des maisons d'édition, bon, on achète le livre après. Je dis la vérité, hein. Balzac c'est sérieux, Balzac, Marsac, c'est des maisons d'édition sérieuses. Moi je vais en prendre un tout à l'heure et je vais le payer.